Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Les impacts de balles ont disparu, tout est remis à neuf. L'hôtel Radisson Blu de Bamako a rouvert ses portes un mois après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 21 personnes. La sécurité a été renforcée. Le Burundi se rapproche de la guerre civile. C'est l'avertissement lancé par l'ONU, mais la communauté internationale semble incapable de mettre un terme aux violences. Ce week-end, une centaine de personnes ont été tuées. Vous entendrez des témoignages à Bujumbura qui évoquent des exécutions arbitraires dans les quartiers contestataires. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir Manu Dibango qui sort à 82 ans un album rétrospective 5 CD qui rassemble ses plus grands succès. Mais le jazzman camerounais, icône de la world music, est venu sans son saxophone. Grand témoin de la francophonie, il donnera son regard sur l'actualité africaine. 25 jours exactement après l'attaque terroriste qui avait fait 21 morts, plus les 2 assaillants, l'hôtel accueille ce mardi ses nouveaux clients. Le Radisson Blu de Bamako, où un commando avait pris en otage quelques 150 personnes, a rouvert ses portes en présence du chef de l'État malien. L'hôtel a été remis à neuf et les mesures de sécurité ont été renforcées. Reportage de François Riouet. Dernier réglage avant un nouveau lancement. Moins d'un mois après l'attaque djihadiste qui a fait 21 morts, la sécurité est désormais à son plus haut niveau, assure la direction du Radisson Blu. Malgré le choc, les gardiens qui étaient présents lors de l'attaque du 20 novembre ont tenu à reprendre du service. Si on perd quelqu'un et de rester dans la panique, ça va un peu influencer le moral des malfaiteurs à réagir sur tout le monde. Alors nous, on est là maintenant avec engagement total et puis avec l'accompagnement de l'autorité publique. J'espère que la chose va durer avec fiabilité. Même optimisme chez les employés de l'hôtel. Pour eux, hors de question de céder à la terreur. C'est important pour nous parce que ça nous permet de nous relever, tout simplement, et montrer à ces barbares que nous ne sommes pas à leur portée et que nous sommes fiers de reprendre et nous serons toujours fiers de continuer avec cet hôtel. Nous allons reprendre avec force, nous allons reprendre avec la vigueur que nous n'avions pas avant et ça va continuer comme ça. En signe de soutien, le président malien et plusieurs membres de son gouvernement ont fait le déplacement. C'est la victoire de la vie, hein. La salle du petit déjeuner, entièrement brûlée par les 2 kamikazes, a été refaite à neuf, à vitesse grand V. Je voudrais vraiment me féliciter chaleureusement parce que ce n'était pas évident du tout, hein. Pas du tout. Entre ce qu'on a vu ici il y a quelques semaines et ce qu'on voit aujourd'hui, chapeau. Quand on veut éliminer la vie, on a un combat perdu d'avance, c'est évident. Ici, c'est la vie qui reprend son cours et qui continuera de plus belle, de plus belle. L'hôtel Radisson emploie 230 personnes à l'année. Reste à savoir si la clientèle suivra l'élan de la relance. Le Mali, qui fait partie de la coalition islamique contre le terrorisme, créée ce mardi par l'Arabie Saoudite, 34 pays majoritairement musulmans s'unissent pour lutter militairement et idéologiquement contre le terrorisme. Parmi eux, une vingtaine de pays africains, notamment le Nigeria, le Sénégal, le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire. Tous ces pays que vous voyez échangeront des informations, fourniront du matériel et de la formation et mettront des forces à disposition si nécessaire, selon Riyad. Des tensions diplomatiques entre le Nigeria et l'Iran. Téhéran a protesté officiellement ce mardi après l'assaut de l'armée nigériane contre un groupuscule chiite à Zaria, dans le nord du Nigeria. On va en parler tout de suite avec notre correspondant à Lagos, Moïse Gomis. Moïse, bonsoir. Que s'est-il passé exactement? Dans quelles circonstances cette attaque s'est-elle produite? En fait, les militaires nigérians accusent Ibrahim Zakzaki d'avoir tenté d'assassiner samedi le chef des forces armées nigérianes, Tukur Buratai. L'armée nigériane indique avoir tiré en légitime défense sur des membres du mouvement islamique du Nigeria qui auraient empêché le passage du convoi où était le chef des forces armées nigérianes. Ibrahim Zakzaki et ses fidèles contestent cette version donnée par l'armée nigériane. Dimanche, des soldats encerclent plusieurs bâtiments appartenant au groupe religieux chiite et Ibrahim Zakzaki est arrêté. Durant l'assaut, son adjoint est tué ainsi que le porte-parole du mouvement. Le groupe chiite parle de plusieurs centaines de morts, des chiffres qui sont contestés par l'armée nigériane. Moïse, les chiites sont peu nombreux numériquement au Nigeria, mais ils ont un certain poids au sein de la société nigériane. Effectivement, c'est une communauté d'un peu plus d'1 million de personnes dans un pays qui est très majoritairement sunnite. On les retrouve essentiellement dans l'état de Kano et de Kaduna et dans un peu plus, et aussi également dans
toutes les strates de la société nigériane. Depuis dimanche, d'ailleurs, il y a plusieurs manifestations qui se sont déroulées dans l'État de Kano et dans l'État de Kaduna. Pour l'instant, pas de commentaires des autorités d'Abuja qui craignent manifestement un deuxième foyer d'insurrection. On rappellera qu'en 2009, c'est à la suite de l'assassinat par des policiers nigérians du leader de Boko Haram de l'époque que la secte s'était lancée dans l'ultraviolence. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Moïse Gomis en direct de Lagos. Les langues commencent à se délier au Burundi après un week-end particulièrement meurtrier. Il y a eu une centaine de morts selon des témoignages lors de la répression qui a suivi l'attaque de base militaire au Burundi. Des témoins racontent des exécutions arbitraires auxquelles ils ont assisté. Le récit de Mary Colombel. La vie reprend difficilement son cours à Bujumbura. Les habitants de Musaga et de Nyakabiga sont encore sous le choc. Beaucoup accusent les forces de l'ordre d'avoir arrêté tous les jeunes qu'ils rencontraient et de les avoir exécutés sommairement, plusieurs heures après les attaques. Peu à peu, la parole se libère. J'ai assisté personnellement à une exécution de 3 personnes. C'était un homme en tenue militaire qui était venu avec une équipe de moins 80 personnes. Il a exécuté froidement 3 personnes. Qui l'implorait, qui lui demandait pardon, qui lui demandait de les garder en vie, de ne pas les tuer. Certains habitants sont restés cloîtrés chez eux. Ce qui m'a fort touchée, c'est de voir des gens, des enfants allongés dans la rue. Ils sont innocents. Il y a même des enfants de moins de 18 ans. On a passé presque toute la journée à ne pas donner, à ne pas aller quelque part pour chercher à manger pour les enfants. La police dément avoir procédé à ces exécutions. Ces violences sont les plus meurtrières depuis le coup d'État manqué au mois de mai. Suite à la réélection controversée de Pierre Nkurunziza en juillet dernier, des cadavres sont régulièrement retrouvés dans les rues de Bujumbura. L'ONU craint une nouvelle guerre civile. Un projet de résolution déposé au Conseil des droits de l'homme appelle au déploiement en urgence d'une mission pour enquêter sur de possibles violations. La résolution sera débattue jeudi lors d'une session extraordinaire à Genève. C'est une surprise au Rwanda où les anciens proches du chef de l'État soupçonnés de trahison sont toujours condamnés à de très lourdes peines. Le capitaine David Kabuye a été acquitté contre l'avis du parquet qui avait requis 15 ans de prison. L'époux de Rose Kabuye, ancienne chef du protocole du président Kagame, était accusé d'appel au soulèvement. Il a donc été libéré. Et puis en France, dans l'affaire des biens mal acquis, le fils du président équato-guinéen ne peut pas se prévaloir d'une quelconque immunité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Théodorine Obiang, deuxième vice-président du pays, qui demandait l'annulation de sa mise en examen, invoquant son immunité. Mais selon la Cour, les faits imputés ont été commis à des fins, je cite, personnelles. Et puis 3 Ivoiriens ont été arrêtés au Libéria. Ils sont soupçonnés d'avoir recruté des hommes pour mener des attaques meurtrières en Côte d'Ivoire. Les interpellations ont eu lieu dans un camp de réfugiés de la région de Grand Guédé, dans le sud-est du Libéria. La dernière attaque dans cette zone frontalière remonte au 2 décembre contre une position de l'armée ivoirienne à Olodio. Elle avait fait 6 morts parmi les soldats et 4 parmi les assaillants. Et c'est l'heure de l'invité du Journal de l'Afrique. C'est une icône internationale, l'un des plus célèbres jazzmen et saxophonistes de la planète, créateur de la world music. Il vient de célébrer ses 82 ans. Difficile à croire. Manu Dibango, bonsoir. Bonsoir, pourquoi c'est difficile à croire? Vous avez l'air... Il faut croire. On vous le dit tout le temps, vous avez l'air si jeune. Ouais. Et on vous invite, notamment parce que vous publiez, vous sortez cette semaine un coffret. Hein, c'est un poids lourd, avec 5 CD à l'intérieur qui résument votre carrière, on peut le dire, des premiers enregistrements jusqu'aux années 70, j'ai parlé belge là, 70-80. On va écouter un extrait de l'un de vos tubes, Soul Makossa revisité. Get up, what's the old move? Can you feel it? Yeah, that's the old school. Saxophone with the jazz solo. That's right, it's Manu Dibango. Everybody put your hands in the air. Ladies, shake it like you don't care. That's right, Cameroon's in here. Africa's taking over this year. Oh, people come together. Now let's lose control. It's that urban soul, my
makosa, mama say mama sa makosa, mama hey, mama makosa, mama mama makosa, mama hey, mama makosa, mama say mama sa makosa. Le tube Soul Makossa revisité, ça vous embête un peu qu'on vous rediffuse à chaque fois ce tube? Non, mais un tube, c'est l'histoire d'amour et de haine, hein, parce que forcément, ça vous colle à la peau. Vous savez, Ray Charles avec Georgia, il a trimballé ça pendant 50 ans, parce que les gens allaient le voir en concert à cause de la... Il y a bien d'autres, évidemment, bien d'autres succès à redécouvrir. Je le conseille pour les fêtes. Merci, thank you de Manu Dibango. Vous avez été nommé grand témoin de la francophonie par la secrétaire générale Michaëlle Jean. Et vous dites souvent que finalement votre vie, elle coïncide avec celle du continent africain. J'aimerais avoir votre regard sur une série de thèmes qu'on a abordés dans ce journal, pas forcément joyeux, hein, on l'a vu, notamment tout d'abord sur votre pays, le Cameroun. On a évoqué Boko Haram, les djihadistes, cette radicalisation d'une frange de groupuscules musulmans. Est-ce que ça vous inquiète de voir votre pays même touché par ce phénomène? Forcément, ça m'inquiète, parce qu'à mon âge, c'est pas de ça qu'on avait rêvé quand même, quand on était jeune. Et puis, moi, la question que je me pose toujours, c'est que on dit que nos pays sont pauvres et tout ça, mais je ne sais pas d'où vient l'argent pour acheter tant d'armes. C'est tout ce que je peux dire. Il y a tellement d'armes qui circulent et je ne pense pas que les Africains fabriquent les armes. Donc peut-être que c'est une question qu'il faudrait tout de même poser de plus en plus. D'où vient cet argent? D'où vient cet appétit d'armes, comme on connaît partout, partout en Afrique, il y a des armes. Et sur cette radicalisation, notamment d'une partie de la jeunesse, hein, qui finalement va adhérer, même dans l'extrême nord du Cameroun, on a vu des jeunes qui ont été happés par ce mouvement Boko Haram. Oui, mais il faut remonter au 19e siècle, c'était les mêmes pays, hein. Il faut voir le problème en amont. On voit le problème en aval maintenant, mais le problème c'est que c'est tous ces pays-là, que ce soit le Tchad au nord, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Nigeria, vous savez, les frontières qu'on propose avec des règles, elles sont effectivement des frontières, mais ce n'est pas la vision des gens qui vivent là. D'ailleurs, on parle de frontières, mais cette radicalisation, oui, cette radicalisation, en plus, elle ne touche pas que le continent africain, loin de là. En Europe également, et à Paris, on l'a vu, hein, de jeunes Français ou Belges. Et vous-même, ça vous a touché particulièrement, ces attentats à Paris. Vous aviez joué plusieurs fois dans cette salle du Bataclan. Oui, j'ai joué au Bataclan, comme tous les artistes un peu connus, on a joué. C'est une salle comme l'Olympia, c'est une salle comme le Casino de Paris, c'est une grande salle. C'est toute une histoire de Paris qui passe là, artistiquement parlant. Alors... partout où on était, on voyait ce qui se passait, mais c'est la première fois quand même qu'on tire dans une salle sur des artistes et sur le public. C'est quand même... il y a beaucoup de premières dans cette histoire-là et des premières qu'on ne souhaite pas voir. Qui a tort, qui a raison, ça c'est un autre problème. Comment on en arrive à ça? C'est peut-être la question qu'on doit se poser. Comment on peut arriver à ce que tous ces jeunes-là n'aient d'idéal que la mort et pas l'amour? Justement, la culture a un rôle à jouer. Vous êtes grand témoin de la francophonie. Vous êtes allé à Rio avant les Jeux Olympiques de 2016. Avant Addison, là. Cette culture francophone, elle a quelque chose, un rôle à jouer? Il y a 300 millions de personnes qui parlent cette langue. Donc on partage. C'est une langue qui nous appartient tous, la France comprise. La culture a toujours un rôle à jouer parce que c'est à partir de nos différences. Ce qui est intéressant dans la francophonie d'ailleurs, c'est que c'est l'unité, la recherche de l'unité dans une francophonie qui respecte les traditions. C'est ça qui est difficile comme équation. Mais c'est là aussi qu'on peut voyager et c'est là où on peut s'instruire et c'est là où on peut raisonner à travers le monde avec un langage commun. L'unité dans la diversité. Merci beaucoup Manu Dibango d'être venu dans ce Journal de l'Afrique et je vous conseille donc ce coffret, ça tombe bien pour les fêtes. Hein. Merci, thank you, 5 CD qui rassemblent toute la carrière de Manu Dibango, 60 ans de carrière. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.